bien voilà, pour échanger sur la méditation. Donc comme d'habitude, je vais attendre que les followers arrivent. Et puis nous allons échanger sur le sujet. Je vais vous expliquer mon point de vue, vous allez me donner le vôtre et vous donner tous les conseils pour que vous y arriviez au quotidien. Alors j'ai fait exprès, je me suis mis à l'accueil au niveau du club pour montrer qu'il ne faut pas forcément être dans un endroit calme pour pouvoir méditer. Donc j'ai choisi exprès ce lieu ce soir et qu'il y a plein d'endroits, bonjour Dalila, où on peut s'installer pour méditer, un feu rouge, un petit peu plus dans le bruit, et apprenons à nous mettre dans notre bulle, même quand parfois nos vies tumultueuses font qu'on est un petit peu entouré de bruit. Salut Mireille, j'espère que vous m'entendez bien. Je déconnecte bien ici, sinon si ce n'est pas le cas, je changerai en vitesse. Je déconnecte bien de là. Hop, voilà, comme ça. Pour certains, vous méditez déjà, parce que je vous connais. Vous méditez tout seul, ou en tout cas avec moi, ça c'est sûr. Et peut-être Arthur va venir nous rejoindre. Je ne sais pas, je n'ai pas regardé s'il était là ce soir. Et vous, en attendant que les gens arrivent, si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à le faire. Tu m'entends bien? Nickel, parce que j'ai mis les petites oreillettes. Et comme je disais, j'ai fait exprès de me mettre dans un endroit pas forcément calme. Voilà, Talia, je te disais pour toi et pour Mireille. D'ailleurs, vous êtes sûrement les deux à rester sur le live pour l'instant. Donc, vous savez déjà faire ça. On va faire un petit résumé. Peut-être vous donnerez vos expériences. Comme ça, quand je vais mettre le live sur YouTube, ça permettra aux gens peut-être de s'y mettre. De mon expérience personnelle, j'ai toujours fait du sport, toujours, depuis ma plus tendre jeunesse. Salut Mamelle, voilà une autre qui médite aussi. Et c'est vrai que parfois j'avais des réactions, ça m'a toujours aidé à passer beaucoup de caps le sport. C'est-à-dire que sans le sport, je pense qu'il y a des problèmes que j'aurais pas vus de la même façon, que j'aurais peut-être déprimé, fait vraiment des choses pas sympas qui me seraient certainement arrivées. Et puis j'ai rajouté il y a quelques années la méditation, et je trouve que ça m'a vraiment appris en plus à rester calme devant les situations et à m'intéresser à tout ce qui peut entourer la méditation pour aller mieux, pour aider les autres, sans doute à aller mieux, parce que quand on va mieux, on aide les autres aussi à aller mieux, et à prendre plus de recul encore par rapport aux choses, et à m'intéresser à des choses petit à petit différentes et qui vont plus loin. Voilà. Et je pense que c'est aussi l'intérêt de s'intéresser à la base à la méditation, et puis c'est tout à fait ça, Mamelle, ça ouvre l'esprit. Et du coup, pour trouver des solutions les meilleures pour nous, mais c'est important. Et après, des fois, commencer avec une chose, aller un peu plus vers l'autre, mais effectivement, ça ouvre tellement l'esprit. Et je pense sincèrement que nos réactions sont beaucoup plus calmes pour nous-mêmes, déjà, pour nous-mêmes. Et là aussi, vraiment. Et pour nous-mêmes, et puis pour nous protéger nous-mêmes d'abord. Et peut-être après, à essayer que les autres aillent mieux aussi avec ça. En tout cas, c'est Mathieu Ricard qui dit que si on mettait tout le monde à la méditation pure, ça enlèverait la violence dans le monde en une seule génération. Donc on ne va pas s'arrêter de planter nos petites graines. Alors, on a fait un petit résumé. Donc les 5, comme je l'ai écrit, étapes clés. C'est vrai que la méditation, c'est chez nous, au niveau européen, de la France, c'est pas quelque part. Certainement, les gens ça nous fait nous tourner vers les autres. Exactement, Mireille. Contrairement à ce qu'on peut avoir comme a priori, comme les gens qui prient. C'est vrai, salut Doud. Les parricides. En fait, les gens qui prient avant, je pensais que c'était un petit peu égoïste. Parce que je me disais, oui, ils sont dans leur monastère, là. En fait, ils méditent, mais ça ne sert pas à grand-chose. Et je me suis rendu compte que c'était tellement pas vrai. Et que, comme souvent Mathieu Ricard demande, par exemple, à la fin des méditations, ou ceux
qui médite comme lui, de dédier cet instant à tous les êtres sans exception, même les gens méchants, dans l'espoir qu'ils deviennent meilleurs. Mel, on dit on se sent moins enfermé, les relations deviennent différentes, c'est pas le miracle, mais ça permet de se poser, d'être moins impulsif. Exactement, mais carrément. Ah ça y est, bon, Arthur est là. Hop là. Et contrairement, et c'est pas parce qu'on est sur soi-même qu'on s'ouvre pas plus aux autres. C'est peut-être cette bizarrerie. Ça y est, j'ai fait la réponse. Bon, Arthur, ça y est. Te voilà. Tu es là. J'avais un truc après, je ne sais plus si au début du live, j'ai dit, je ne sais plus si on a dit Arthur ou pas. Donc, voilà. Si. Nickel. C'est moi qui étais un peu juste aujourd'hui. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Le temps que tout le monde arrive, hein, de toute façon. Et en résumé, on a dit que, moi je dis que le sport m'a toujours sauvé, on va dire en résumé, ouais. Et que, salut Asma, et que en rajoutant la méditation, je suis devenue plus calme par rapport aux réactions. Et comme on disait avec Dalila, Mel et Mireille qui sont là, qu'en fin de compte, contrairement à ce que certaines personnes pensent, que ça peut te mettre sur toi-même et qu'au contraire, ça t'ouvre au monde. Peut-être que ceux qui ne le font pas, salut Asma, mes chers profs, et que ceux qui ne le pratiquent pas pensent qu'au contraire, ça nous renferme sur nous-mêmes, c'est un truc égoïste. Et en fait, non, ça nous ouvre tellement plus aux autres. Ouais. Et comme j'expliquais, je me suis mis exprès à l'accueil, tu sais, au club, dans un endroit bruyant, pour dire on n'a pas besoin d'être au calme, assis sur un coussin, forcément, pour méditer. Donc j'ai fait exprès, j'ai dit bon, filles, j'ai dit j'espère que vous m'entendez bien. Au début, Mireille m'a dit ok, mais on peut se mettre, comme on l'a expliqué dans d'autres lives d'ailleurs, de notre petite bulle et on n'est pas obligé d'avoir un coussin spécial, un lieu spécial, enfin un truc spécial pour le faire. Ouais. Voilà. Absolument. Donc voilà où on en était à peu près en résumé. Alors, j'allais juste, tu sais, ce que Sacha aussi a fait, les résumés qu'il a pu faire. C'est vrai, ça j'avais ajouté aussi, c'est vrai que c'est très ancien, mais c'est très nouveau de par chez nous, on va dire. Peut-être les gens avant priaient, et on mettait, ou les gens prient d'ailleurs, hein, et c'est aussi une approche de la méditation qui est différente, mais que nous, terme méditation, on en avait un peu moins l'habitude, et certainement que les gens s'en font tout un monde, alors que par contre, par rapport à prier, il n'y a rien de plus simple. Il n'y a rien de plus simple. Et comme je le dis souvent, comme tous ceux qui essayent de l'enseigner, il ne faut rien en attendre. On n'attend pas d'être mieux, on n'attend pas d'être moins bien, on a juste à vivre l'instant présent. Ça que souvent c'est Fabrice Midal qui dit que la traduction de Jan Kabat-Zinn, la pleine conscience, c'était bien les Français qui avaient voulu un petit peu compliquer les choses. Alors qu'en disant pleine présence, ça suffisait, c'était plus simple pour tout le monde et que c'est ça. C'est être pleinement présent à ce que je fais et dans l'instant où je me pose. Et j'ai rien à réussir. Parce que lui, lors de ces conférences où il avait fait une méditation, les gens en sortant de la méditation ont dit « Ah ben, on n'a pas réussi ». Et lui, c'est là qu'il s'est aperçu. Il dit « Mais vous n'avez pas réussi quoi ?» Parce qu'il dit « En fin de compte, il n'y avait rien à réussir. Vous deviez juste être là et voilà. » Donc c'est vraiment. Puis après, chacun sa façon de faire les choses, de voir les choses, de faire son approche et de faire son évolution en fin de compte. Ouais, je te rejoins tout à fait là-dessus. Moi, pour moi, ce que tu dis là, ça met en évidence quelque chose qui est très central dans les accompagnements que je propose, c'est revenir à ce que j'appelle la référence interne. Quand dans notre société aujourd'hui, on fait croire aux gens que pour être comme ci, pour faire ceci, pour réussir ça, il faut répondre à tel critère et telle norme. En fait, les gens, ils pensent que, enfin la majorité d'entre nous, on finit par croire que en fait, je dois me conformer, je dois changer ce que je suis pour que ça se conforme, ça corresponde à telle norme. Alors que non. Et c'est là que des outils de recentrage ou de recueillement où on revient dans sa référence interne, dans qu'est-ce qui est vrai pour moi, qu'est-ce qui est juste pour moi, c'est quoi ma norme à moi personnelle. C'est là que certaines personnes sont complètement perdues parce que on leur a jamais appris à pratiquer ça, on leur a jamais appris à valoriser
sensations, leurs ressentis, leur instinct, leur intuition, etc. Donc, bah, effectivement, quand certaines personnes sont au début de ce chemin et qui tentent de s'approprier ces outils qui sont des outils de recentrage, bah, plutôt que de se dire, bon, bah, ok, en fait, il n'y a rien à accomplir et juste à mourir à ce qui se passe en moi, bah, ils cherchent, ah, il faut que je fasse ça, ah, il faut que j'arrive à ça, ah, j'y suis pas arrivé, bon, bah, c'est que j'ai raté, alors. C'est ça, c'est ça. Et comme tu l'expliquais dans un live là qu'on a fait, je sais plus, un des derniers lives, où je peux très bien faire ma séance de musculation et être en méditation. Et c'est vrai que des fois, alors par rapport aux gens que j'aime, je veux dire, j'en connais deux notamment comme ça, où et Mireille me dit qu'est-ce que je ressens moi, le point de départ. C'est ça, c'est vraiment le point de départ. Elle a raison Mireille. Et quand je les vois se mettre, on dit soit assis ou même en shavasana et en ce qu'on dit en yoga. Et souvent, c'est dans n'importe quel yoga, il y a shavasana, donc la posture du cadavre, n'est-ce pas? Mais souvent, les gens, c'est la posture la plus simple techniquement, mais on dit bien tous que c'est la plus difficile à réaliser. Et je vois bien certains, même au moment du body balance, où c'est très succinct, très superficiel la méditation. J'ai une amie où je la vois et j'aimerais tellement pouvoir faire quelque chose pour elle quand je la vois en panique au moment de ça et qu'elle se met assise, voilà. Et j'ai une autre adhérente qui a l'air très molle comme ça, très très molle. Et en fait, des fois, quand j'essaye juste de la faire respirer, elle est obligée même de se mettre debout et elle est en panique générale. Et et petit à petit, cette dame-là a quand même demandé des salutations au soleil, c'est jamais les choses, step by step. Et elle s'est rendue compte, à un moment donné, elle me dit, ah oui, en fait, je rentre le mieux dans le cours, en fait, c'est avec ça. Et elle s'y attendait pas. Et bah, c'est une sorte de méditation. Et c'est vrai que du coup, c'est une façon d'amener et ils ont pas, enfin, quand ils se mettent en panique générale comme ça, c'est qui se voient avec eux-mêmes. Et c'est souvent, je trouve, des gens très gentils. C'est pas enfin, moi, les exemples que j'ai proches de moi, c'est plutôt des gens très, très gentils. Ouais. Donc, ça fait d'autant plus de peine, quoi, un petit peu, de pas. Et il y avait juste pendant les confinements, où on avait un groupe Zoom, tu sais, où elle était arrivée avec ce petit groupe-là, je la voyais enfin se poser. Mais ça a duré un peu. Okay. Voilà. Donc, ouais. Moi, ce que j'observe j'ai fait quand même, je me suis intéressé à l'aspect neuro pour rentrer dans l'hyper-individualisation de l'entraînement, puisque mon parcours a fait que j'ai suivi les méthodes d'entraînement qu'on donnait en musculation, et puis il y en a qui marchaient pas du tout pour moi. Enfin, même il y avait un certain nombre où j'étais en difficulté, et du coup, ça m'a poussé à comprendre un peu mieux le mécanisme du corps humain dans les différents systèmes, notamment en neuro. Et ce qui est très intéressant, c'est que la plupart des gens fonctionnent, ont une particularité au niveau du système nerveux qui font qu'ils fonctionnent en s'adaptant à leur environnement. Et pour renouer avec ce que je disais juste avant, si j'ai l'habitude de constamment faire en fonction de mon environnement, j'ai l'habitude de fonctionner constamment en référence externe et pas en référence interne. Et du coup, effectivement, ça donne des gens qui sont très sociables, très, très agréables, etc. Pourquoi? Parce que c'est des gens, ils mettent tellement leur attention sur est-ce que j'ai bien fait, est-ce que j'ai pas bien fait, est-ce que la personne en face de moi elle a compris ce que je voulais dire, est-ce que ça a été mal compris, est-ce que ceci, est-ce que cela. C'est des gens qui se stressent très facilement dans un contexte social, donc ça leur donne des qualités, c'est des gens très empathiques, très, très à l'écoute, etc. Mais en même temps, effectivement, ça en fait des gens relativement anxieux, stressés, dans des états d'alerte de manière assez constante au quotidien. Et donc, c'est là que les faits se recoupent. Quand tu vois ce genre de profil-là avoir beaucoup de mal à se détendre, ils ont du mal en réalité à quitter leur état d'alerte, qui est un état, on va dire, d'adaptation d'un point de vue système nerveux. D'accord. Et Dalila disait oui, c'est top les méditations dans le confinement. Je le fais alors là, c'était en live. Je le faisais sur Instagram pour tout le monde. Et c'est vrai que du coup, je me suis aperçue en fait que certaines personnes aussi, comme dans le sport, c'est exactement ce qu'on a dit la dernière fois, mon Arthur, il fallait qu'ils le fassent avec quelqu'un. Et si j'ai arrêté les méditations, les gens le faisaient plus. Et il y avait de nouveau cette dépendance, de ne pas savoir faire à un moment donné en solo, ou de prendre une application, ou là j'en ai mis parce que certaines personnes aiment bien ma voix pour conduire, donc je commence à en mettre sur Isawan. Mais là ils vont peut-être même le faire si je le fais avec eux dans la salle,
Mais aller sur le site alors qu'ils sont inscrits, ils ont déjà plus de mal. Ouais. Et de nouveau, de ne pas pouvoir faire seul. Et à contrario, bien sûr, hein, il y a le contraire. Hein. Et donc, du coup, je prends mon exemple. Isabelle, elle fait plus de méditation en live, on médite plus. Ouais. Moi, ce que j'observe pour encourager les gens qui se reconnaîtraient dans ce cas-là et qui nous écoutent, c'est simplement le fait que quand on n'a jamais pris le temps d'interagir avec soi, eh ben, on est perdu, on n'a pas de point de départ, c'est le néant en fait. Et du coup, bah forcément, alors qu'on a passé sa vie à être en interaction avec les autres, ah bah s'il y a quelqu'un d'autre, ok, je connais les codes, je sais à quoi me raccrocher, sur quoi m'appuyer, etc. Par contre, dans ma relation à moi, je l'ai tellement peu investi, je passe tellement peu de temps avec moi et en référence interne, comme je le dis, ben, que en fait, je sais pas du tout par quel bout prendre. Et c'est tellement déstabilisant, cet inconnu, c'est tellement un néant. Il y a beaucoup de gens quand même qui, ça correspond à cette sensation de se sentir grosso modo seul dans sa vie, en sa propre présence, avoir le sentiment d'être seul. Et du coup, l'encouragement que j'ai envie de passer, c'est euh, si vous êtes dans ce cas de figure-là, et je crois qu'on commence tous par là, c'est simplement de, encore une fois, comme on le disait tout à l'heure, pas se mettre d'objectif. Il n'y a rien qui va faire que ce sera réussi ou que ce sera perdu. C'est juste déjà, bah, qu'est-ce que je peux observer qui se passe chez moi? Qu'est-ce qui peut devenir un petit peu plus familier dans mon environnement, dans mon paysage intérieur? Et puis dès que j'aurai identifié quelque chose, même si ça peut être une tension, une appréhension, bah, le simple fait de revenir à ça, c'est un point connu, c'est un point auquel je peux m'accrocher et un point de départ en fait. Ouais. Donc voilà, moi j'encourage vraiment effectivement les personnes qui se sentiraient en difficulté, qui à la fois ont envie, comprennent les bienfaits de la méditation et sentent que bah, il y aurait vraiment des gains à avoir si leur pratique était un peu plus régulière du fait qu'ils étaient un peu moins dépendants de toi, Isa, par exemple. Bah, j'encourage vraiment ces personnes, par exemple, bah, un tout petit premier pas, ça peut être à la fin d'une méditation que tu as guidée, rester, continuer un petit peu seul par soi-même parce que bah, on a mis le pied à l'étrier avec Isa, ça va déjà pas trop mal. Et puis, ben, si je continue tout seul, ah, bon, bah là, c'est un peu comme l'enfant on le tient un petit peu pour qu'il arrive à pédaler. Puis, bah, quelques instants, on le lâche, il fait une envolée tout seul. Bah, c'est la même chose à la fin d'un cours de méditation, à la fin d'une méditation guidée. Hop, on se lâche, on fait une envolée, puis en fait, ça donne. Mais c'est vrai que c'est souvent, c'est ce que je leur dis. Quand moi j'ai fini, je leur dis toujours, restez là si vous êtes bien, continuez, faites, et vous n'êtes pas obligé d'arrêter parce que moi j'arrête de parler. Et après, alors, il y a, moi je sais qu'au départ, j'étais obligée d'avoir, mais c'est moi, parce qu'il y a des gens qui sont tout le contraire, d'avoir plutôt des méditations guidées. Au début, salut Auria, j'aimais bien les voyages méditatifs. Et à un moment donné, en fait, les voyages méditatifs, je trouvais ça un peu, pas enfantin, mais tu vois, voilà. Après, quand ils me causent tout le temps, maintenant, au bout d'un moment, des fois, j'ai envie de me dire, bon, ils vont se taire là, et puis qu'on reste un tout petit peu tout seul, tu vois, surtout certains jours. Et certaines personnes, comme un jeune homme, lui, justement, il aime bien que ce soit toujours le gong de début, gong de départ, parce qu'il le fait le matin, parce qu'après, il faut qu'il aille travailler, quoi. Il préfère ça. Et c'est vrai que certains matins ou certains jours, je vais préférer un peu conduire, mais si on me laisse un peu en solo, c'est bien. Et il disait aussi, pour certains, qu'il fallait faire attention, justement, que quand c'est tout le temps conduit, d'être un peu addict à ça. Et du coup, de ne pas savoir se retrouver quand même tout seul, indirectement. Et comme je l'avais déjà dit dans un autre live aussi, Mathieu Ricard, dès que son grand maître Rinpoché lui avait dit, je cite souvent ça, lui avait dit, conseille aux gens qui n'arrivent pas de méditer 10 secondes tous les heures. Et Mathieu Ricard avait répondu, il exagère quand même un peu là. Et puis en fait, il s'est rendu compte que non, et c'est ce que tu viens de dire. Eh ben oui, parce que si tu fais 10 secondes par heure, tu te redresses, tu te tires un coup, tu es au feu rouge, voilà. Ou tu te dis, je suis dans un embouteillage, qu'est-ce que ça va changer? Je m'énerve. Je ne vais pas passer par-dessus les voitures en m'énervant. Donc, je vais peut-être poser un petit peu. Et en fait, du coup, notre cerveau reptilien se fait à l'idée que c'est peut-être pas si mal en fin de compte. Et à force de lui répéter ça toute la journée, ça sera sans doute une meilleure approche, je pense, que la personne qui va faire 1 heure le dimanche, contraint et forcé, et où rien ne va lui plaire. Ouais. Et que ça reste, et effectivement, il faut que ça reste complètement quelque chose, comme tu l'as dit tout à l'heure, qu'on choisit de notre plein gré, et que ce soit en aucunement quelque chose de le faire parce qu'on nous a dit qu'on allait aller mieux, ou parce que, et vraiment trouver
Est-ce que je dois aller me promener dans la nature? Quel est mon moyen à moi de me retrouver avec moi, quoi, en fait. Absolument. Donc, qu'est-ce qu'il disait aussi voilà, justement, dans notre résumé, on disait faire des courtes. Alors, des fois, 5 minutes, mais pour certaines personnes, 5 minutes, c'est déjà énorme. Oh. Donc, ça réduit, si on arrive à s'y mettre et que ça énerve pas, le stress, l'anxiété et la dépression. Et donc, cette méditation de pleine présence dans notre routine quotidienne pour mieux gérer nos émotions. Et je pense, ça c'est Maria Rorares Pires qui l'explique bien, mettons-le dans tout. C'est-à-dire que quand je fais la vaisselle, je peux me dire, je vais être en pleine présence en train de faire ma vaisselle et c'est bien. Et peut-être je vais faire un truc de temps en temps dans la semaine, comme par exemple tout à l'heure, je vais à mon yoga à 19h30, mon cours que je kiffe. Mais sinon, je serais heureuse que le mardi soir à 19h30. Ça n'irait pas. Ce serait un peu triste, ma vie. Donc, c'est vrai de mettre cette pleine présence et de trouver quelque chose de bien dans chaque chose qui nous arrive dans la vie. Et c'est peut-être la phrase que j'ai mise ce matin, d'ailleurs, où n'essayons de pas voir le mauvais, mais ce qui est bien, et puis d'en faire quelque chose de bien. Mireille dit, il faut le faire et ne rien attendre, mais cela, des personnes ne le comprennent pas. Mais carrément, Mireille. Ils veulent, comme on a l'habitude dans notre société, il faut un résultat, il faut quelque chose. Donc, ne rien en attendre, c'est peut-être vraiment très compliqué pour certaines personnes. Alors, renforcement aussi de la concentration et de la mémoire, ça peut aussi vraiment améliorer cela. Et ça va nous aider peut-être parce que c'est pareil, Mathieu Ricard l'explique bien, notre cerveau, c'est comme nos muscles, quoi. Au début, ou pareil, si on voit bien quand on apprend quelque chose de nouveau, au début, c'est compliqué. Et puis, en fait, certaines choses, on s'aperçoit qu'au bout d'un moment, on les apprend si facilement. Donc, il faut faire autre chose. Donc, je pense vraiment que ça permet d'apaiser notre esprit et d'arriver petit à petit à dominer ses pensées. C'est pour ça qu'il ne faut surtout pas penser qu'on doit penser à rien, parce que je pense que c'est plus facile de ne pas respirer que de ne penser à rien. Et au contraire, il y a un de ses grands maîtres, de nouveau à Mathieu Ricard, il a fait une méditation un peu difficile pour nous, tu sais, dans un petit monastère. Il avait été pendant plusieurs mois au moins, et il devait répéter un mantra. Mes élèves, je leur ai déjà raconté, genre 500 000 fois. Déjà le truc, tu vois, moi au bout de 10, déjà je sais plus si je suis à 10 ou à 11. Et alors il dit, mais quand même maître, ça va être difficile, comment je vais pouvoir maintenir mon attention? Et donc le grand maître lui a répété, il dit, mais écoute, dans les premiers temps de ton mantra, tu vas te concentrer sur la compassion. Et quand tu vas arriver vers le milieu, tu vas te concentrer sur la compassion. Et à la fin, surtout, concentre-toi sur la compassion. Et donc, c'est mettre un thème, en fait. Et si mon esprit, je l'emmène dans un thème, je vais petit à petit me poser sur ce thème. Alors que si mon esprit, je le laisse divaguer, déjà que de toute façon, il va divaguer, pour moi, c'est le cas. Donc, si en plus, je ne lui mets pas un petit thème, c'est sûr que... Alors, notre mail a dit complètement d'accord, ne rien attendre. Voilà, ne rien attendre. Mais effectivement, je pense que vraiment, à part que ce soit une méditation guidée, mais se mettre un thème quand c'est des moments calmes, ça peut être vraiment cool. Mel nous dit et accepter que les jours, c'est plus compliqué. Oui, tout à fait, Mel. Que d'autres, et méditer, ce n'est pas grave, pas de jugement. Ouais. Oui, il y a des jours, ça va tout seul, puis il y a des jours, il n'y a rien à faire. C'est ça. Et alors, dans notre résumé, on disait aussi que ça a des effets sur la santé physique. Forcément, on a un corps. Quand on vient pas juste travailler ses fesses. Voilà. Malheureusement, c'est encore souvent ça. Mais on travaille un corps entier. Et forcément, comme les automassages, j'ai déjà expliqué, si ça a un effet sur mon corps, ça a un effet sur mon esprit. Et vice-versa, parce que nous sommes une chimie. Et donc, pratiquer régulièrement la méditation, donc contribue à baisser la tension artérielle, augmente le système immunitaire. Donc, ça peut forcément, il y a certaines problématiques physiques qui vont s'améliorer grâce à la méditation. Et puis, il ne faut pas oublier
que ça, parce qu'on disait ça au début en fait avec Mireille, que ça intensifie les relations parce qu'on favorise l'empathie et la patience, et qui signifie que je vais avoir une meilleure relation avec les autres. Alors j'ai toujours, alors ça c'est Mathieu Ricard qui l'explique bien, mes élèves le savent aussi, méfions-nous de l'empathie. C'est vrai que c'est un mot qu'on aime bien en ce moment, mais alors je ne sais pas, il y a l'empathie cognitive, je ne sais plus, mais Mathieu Ricard l'explique très bien. Et en fait, l'empathie, c'est savoir ce que l'autre ressent. Donc en général, on baille par empathie. En général, la majorité des gens en font quelque chose de bien. Mais il dit quand même que les gens les plus doués pour l'empathie, ça reste les serial killers. Parce que, eux, au niveau de l'empathie, ils savent très bien. Et c'est pour ça que je pense que vraiment, des fois, on se dit, mais comment la personne a pu se faire berner comme ça? Parce que la personne sait exactement ce que tu veux, mais après, qu'elle ait un bon sentiment pour toi, certainement pas. Donc, alors que c'est vrai que la compassion, l'altruisme, ça reste un amour pur. Donc, l'empathie, c'est bien, mais il faut l'utiliser à bon escient. Voilà un petit peu pour résumer. Donc, comprendre l'autre pour essayer de ne pas le juger et de faire avancer l'autre. Et c'est vrai que peut-être on apprend aussi, parce qu'on l'apprend ça dans les méditations, c'est quand les gens ont des problèmes, je sais pas, moi, la personne elle boit, et puis moi par exemple je buvais avant, et ben je vais lui dire, ah ben moi je comprends pas, moi je suis arrivée à arrêter de boire. Et en fait la personne va se dire, ben ça y est en fait, ben je suis moins douée que cette personne-là, en fait j'y arrive pas, je suis nulle, et de nouveau se faire juger, alors que ben, boire c'est une addiction et que c'est facile de juger l'autre, même si parfois elle fait des trucs qu'on n'aime pas, et c'est pas l'aider en faisant ça. Donc certainement que méditer nous aide à mieux comprendre les autres, leurs différents comportements, leurs addictions, et puis peut-être en nous comprenant déjà mieux nous-mêmes, ce qui est déjà un pavé assez incroyable, je pense. Oui, moi, ce que ça m'évoque, ce que tu partages là, Isa, c'est que, euh, en fait, se concentrer sur les autres, pour moi, c'est encore une fois chercher peut-être à atteindre un résultat, se concentrer sur quelque chose d'extérieur à soi. Je dis pas que c'est pas important. Je dis simple, et voilà, on est des êtres sociaux, donc il y a forcément cette relation à l'autre, et il y a des sources aussi de retour à soi, si on apprend des interactions, tout ça. Mais ceci étant dit, j'ai le sentiment que c'est un peu comme l'acte même de méditer. Il n'y a rien à en attendre dans le sens où si déjà dans ma relation à moi, j'ai acquis des choses, je vais naturellement les déployer dans mes interactions avec les autres. Si, par exemple, j'ai fait un thème de méditation, par exemple, où bah effectivement, j'ai commencé à apprendre cette leçon de l'empathie parce que à force de perdre le fil de ma méditation, partir dans mes pensées, me ramener une fois, deux fois, 10 fois. Au début, ça m'énervait. Et puis de plus en plus, je suis tolérant parce que je me rends compte que en fait, mon attention, elle se disperse et que c'est pas volontaire de ma part, c'est pas quelque chose de mal. C'est juste que j'ai pas cette capacité encore à centrer mon attention. Bon bah ça sert à rien d'être dur avec moi, de m'en prendre à moi-même. Autant au contraire être empathique. Et du coup, à chaque fois que je me rends compte que j'ai dérivé, bah, je reviens sur mon souffle, je reviens sur que sais-je. Et du coup, bah, plus j'ai cette capacité d'être empathique envers moi-même et donc de sortir du jugement avec moi-même, c'est évident, en tout cas moi je peux en témoigner sur mon expérience personnelle, et je pense que n'importe quel yogi ou méditant pourrait faire exactement le même témoignage, forcément je vais développer cette empathie naturellement sans même y penser avec les autres. Donc voilà, pour moi je pense que c'est important de vraiment simplifier les choses sur ce genre de pratique que les gens ont tendance à complexifier. On l'a vu déjà ne serait-ce qu'avec l'appellation. Ah, la pleine conscience, ben, qu'est-ce que ça veut dire? On est déjà perdu tellement on a complexifié la chose, alors que comme tu le disais très bien, il suffit de simplement se concentrer sur cette notion de présence et ça résout déjà la chose. Je pense que ce principe est aussi applicable à, je vais faire très simple, juste me concentrer sur moi, le reste coulera de lui-même. Carrément, ouais, c'est exactement ça. Mais c'est vrai que je pense que petit à petit, moi en tout cas, ça m'est très précieux et ça m'aide physiquement, psychologiquement. Je pense que du coup, peut-être qu'au niveau de la santé, ça m'aide aussi. Après, je ne sais pas, quand on vieillit. Alors c'est vrai que des fois on dit, il m'est arrivé ça. Ben, je dis oui, mais si je ne mettais pas tout ça en place, qu'est-ce que ce serait? Je dis toujours, hein.
Mais voilà, je trouve que c'est vraiment très très cool. J'encourage vraiment les gens à le faire. Et après, comme on dit aussi à la fin d'une séance de sport, peut-être c'est pareil. Est-ce que le matin ça me convient? Est-ce que ça me convient le soir? Est-ce que il y a chez Franklin les positions du repos constructif? Je dois aller me promener. Je le fais 10 secondes à chaque fois que je suis à un feu rouge. Et se poser après une séance de sport, mais quel bonheur! Et je trouve que c'est dommage qu'on le propose, tu sais, que après le yoga. Toi, je sais que tu le fais. Et que tu leur fais faire dans l'absolu avant, quand tu leur demandes de se débrouiller. C'est de se mettre dans cet état un peu, d'être seul avec soi-même. Et c'est ce que je fais grâce à toi. J'ai toujours aux échauffements maintenant et aux étirements, enfin, au retour au calme. Et c'est vrai qu'il y en a certains qui arrivent vraiment à se poser et d'autres, tu vois, voilà. Mais pour ressentir tout ce que mon corps m'a donné, si je me pose pas un petit peu, c'est insensé. Il y a ce moment, tu sais, dans le MBSR, tu fais ça à chaque fois que tu fais un mouvement, après tu ressens. Et là, la magie, elle prend tout son sens. Et souvent, je pense qu'on veut taper dedans, on n'a pas le temps, et on rate en fait le meilleur moment de la séance, pour moi. Mireille nous dit, c'est une empathie naturelle, mais pas excessive, ça coule de source, c'est ce que je ressens en fait. Oui, et d'ailleurs, on essaye d'être une bonne personne, qu'on est des gros couillons, quoi. Qu'on n'a pas le droit de se révolter, de râler, d'être en colère. Ça n'empêche pas tous ces sentiments-là dont on a besoin, mais qu'on arrive peut-être mieux à canaliser, et voire peut-être à exprimer. Mais c'est pas parce qu'on devient gentil que, parce que des fois on a un peu ce truc-là, il est gentil, ça veut tout dire. Alors que non, quelqu'un de gentil n'est pas forcément idiot. Oui, moi pour conclure, ce que j'ai envie de dire aux personnes voilà, qui sont dans cette optique d'adopter la méditation ou en tout cas voilà, qui s'y intéressent de plus en plus, c'est que, à ma connaissance, c'est le meilleur, la présence, le fait d'être présent à soi-même et du coup d'augmenter son niveau de conscience, c'est le meilleur moyen de rentrer dans la maîtrise de soi et donc par conséquent la maîtrise de tout ce qu'on fait. Donc c'est très intéressant dans l'aspect sportif, bien évidemment, parce que si je me maîtrise dans le mouvement, je vais maîtriser le mouvement. Du coup, si je maîtrise le mouvement, je maîtrise ce qui tourne autour, les progrès, les résultats, etc. Et du coup, c'est applicable dans n'importe quelle activité. Et du coup, je pense que dans un premier temps, il n'y a rien d'autre à chercher que simplement déjà être un peu plus présent à ce qui se passe. Et la première chose qui va remonter, tu parlais des émotions de l'instant, la première chose qu'on va remarquer, c'est qu'on a tendance à être dans des réactions conditionnées, des réactions automatiques. Par exemple, je fais mon mouvement, il y a un truc qui ne va pas, il y a quelque chose qui me gêne ou j'y arrive pas aujourd'hui. Réaction conditionnée, tout de suite, j'ai même pas réfléchi, hop, je m'énerve. L'énervement fait que j'y arrive encore moins bien, du coup je m'énerve encore plus. Après, je me rends compte que je suis énervé, du coup, je m'énerve d'être énervé, etc., etc. Ça peut aller très loin. Donc, je pense que c'est une bonne illustration de cette notion de maîtrise. À partir du moment où je reviens à moi, je sais ce qui se passe, je ne suis plus joué par les réactions en chaîne. Je peux à un moment dire, OK, stop, j'arrête de continuer le déroulé, je m'arrête, je fais une pause, je respire, et puis comme ça, je reprends la main sur ce qui se passe et notamment sur mon corps. Parce qu'il y a beaucoup de gens, ils ont l'impression que leur corps, il est indépendant de leur volonté, il fait ce qu'il veut, du coup, ils rentrent dans une relation de lutte avec leur corps. Alors que non, c'est juste le phénomène de réaction conditionnée. Et pour ça, moi, je trouve qu'il y a des pratiques qui sont géniales. Enfin, moi, en fait, il y a beaucoup de gens qui trouvent dans la musculation que une vraie récupération, enfin, moi, c'est moi comme ça que je l'appelle, c'est comme ça que je la qualifie, une récupération de 2-3 minutes, c'est très long, on se fait chier entre deux séries, etc. En fait, moi, je trouve ça extraordinaire depuis que chaque temps de récupération, j'en fais des temps de méditation et de relaxation qui augmentent la performance de mes athlètes et de moi-même dans les séries, mais ce qui permet aussi de augmenter et de pratiquer cette notion de maîtrise de soi sans rien ajouter à sa séance, sans rien ajouter à son quotidien. Donc, même si tout le monde ne pratique pas forcément de la musculation, je pense que tout le monde peut se dire, OK, dans ma pratique fitness ou autre, je vais régulièrement faire des petites pauses, un peu comme tu disais avec l'exemple avec Mathieu Ricard, 10 secondes toutes les heures. De la même manière que dans sa journée, on peut faire une pause de 10 secondes toutes les heures, dans sa séance, on peut faire une pause de 1 à 2 minutes tous les quarts d'heure, par exemple. Ça en fait 4 dans
dans une séance d'une heure avec le temps à la fin de repos. Et bah, en fait, je vais me faire un petit check-up, je vais me faire un petit hop, où est-ce que j'en suis là? Est-ce que je suis en tension? Est-ce que je suis détendu? Est-ce que je m'amuse? Est-ce que je me fais? Est-ce que je me contrains? Et déjà, rien que ça, c'est un excellent pied à l'étrier parce que je vais voir mes séances, mes progrès, mes sensations s'améliorer à chaque fois, tout simplement parce que j'aurais mis un peu plus de présence sur qu'est-ce qui se passe et je l'aurais repris en main, je me le serais réapproprié. C'est ça. Et puis souvent, bah, parce que on dit souvent, en fait, écouter aussi un petit peu son corps. Parce qu'en fait, souvent, soit si on est, comme tu dis, énervé sur une séance où on n'écoute pas, on finit par se blesser, mais c'est pas le corps qui était énervé. Lui, il m'aurait peut-être dit stop avant. Et si je reste sur mon canapé à manger des chips, c'est pas mon corps qui m'a dit de faire ça, c'est nouveau mon esprit. Donc, essayons de reconnaître justement ce que me dit réellement mon corps, mais pour ça, faut-il l'écouter. Il y a Absolument. David qui disait l'énervement. La colère est une punition qu'on applique à soi-même par la bêtise des autres. Oui, souvent. D'ailleurs, exactement. Alors que si on arrivait, David, à se séparer ou à s'expliquer, et puis effectivement, on va se... Alors, et puis des fois, ça, c'est quelque chose qui peut durer... J'ai écouté un podcast sur Mentor Show, qui peut durer des années, remonter de l'enfance, où on va se punir à cause des autres, alors que si on arrive à évacuer ça par des protocoles chamaniques, alors après, là, je vais peut-être un petit peu loin, mais il n'y a pas besoin de faire grand-chose. Il y a sur Mentor Show, là, il y a une dame qui vient d'intervenir, je ne sais plus comment elle s'appelle, je l'ai partagée encore, et qui explique un petit peu tout ça, et c'est rien, quoi. C'est comme une mini méditation, mais ça aide des fois à passer des caps et à enlever cette colère parfois qui est en nous et qui nous punit nous-mêmes. Et c'est vrai que sur les séances, si les gens savaient écouter leur corps vraiment, les progressions et le corps irait tellement mieux, quoi. Et du coup, notre esprit aussi. Je t'entends plus, moi, Arthur. Attends. C'est peut-être moi. Est-ce que je suis revenu? Ah, ça y est, c'est bon. Oui. Moi, en soi, effectivement, bien sûr qu'il y a potentiellement d'autres personnes qui peuvent être impliquées, qui peuvent nous hérisser le poil, etc. Mais justement, moi, l'une des pépites de la méditation, par exemple, c'est de se rendre compte que, quoi qu'il se passe dans mon environnement, soit je m'en sers pour alimenter mes histoires que je me raconte dans ma tête. À telle personne, elle a fait ça pour m'énerver. À telle personne, elle est débile, elle fait ci, elle fait ça, etc. Tout ça, ce ne sont que des histoires qu'on se raconte. Et à partir du moment où on se rend compte que les histoires qu'on se raconte dans notre tête à longueur de journée font la qualité des sentiments qu'on ressent, on commence à changer les histoires qu'on se raconte. Et dans cette notion de changer l'histoire qu'on se raconte, je crois que c'est important d'être dans on parlait de jugement tout à l'heure, de la manière que je me juge pas, autant ne pas juger les autres. Ça va éviter que je me raconte des histoires de c'est à cause de un tel, c'est la bêtise de ceci, c'est la bêtise de cela. C'est pas pour contredire ce que disait notre ami, j'ai plus son nom, il a remonté dans le chat, David. C'est pas du tout pour contredire ce qu'il dit, c'est simplement pour appuyer ce que je disais tout à l'heure sur cette notion de référence interne, c'est-à-dire que si je me concentre vraiment sur moi, dans une situation par exemple, si je me sens mal alors qu'il y a quelqu'un d'autre d'impliqué, la réalité, et ça je mets n'importe qui au défi d'en faire l'expérience, c'est que une personne en face de moi peut me dénigrer, m'insulter, etc. À partir du moment où moi je ne le prends pas comme une vérité, je sais ce que je suis, je connais ma dignité, je ne la remets pas en cause dès que quelqu'un parle sur moi. J'ai ce côté immunité de en fait on peut dire et faire tout ce qu'on veut autour de moi, ça n'ébranlera jamais ma sérénité, ma confiance, ma paisibilité. Et donc, voilà, encore une fois, je voulais simplement remettre le focus sur ce que permet la méditation, à savoir revenir sur sa référence interne, et revenir sur la maîtrise de la seule chose sur laquelle on peut avoir un impact, et donc la seule chose qu'on peut maîtriser, c'est soi. Oui, carrément. Et ce qu'elle disait, et comme tu l'expliques un peu aussi, indirectement, que notre cerveau ne fait pas bien la différence entre la réalité et l'imaginaire. Et par exemple, cette femme, dans une de ses masters, elle a fait penser aux gens de prendre et là, tu as l'impression que tu l'as dans la bouche, du papier alu et de le mettre entre tes dents. Et en fait, elle dit imaginer, mais tu as l'impression que tu as la ferraille dans la bouche, quoi. Et après, justement pour enlever peut-être ces colères dont on n'a pas su gérer avant, elle disait, représentez-vous cette scène
ou je sais pas, vos parents, ou je sais pas qui, Tartampion, vous a fait du mal, eh ben, imaginez la scène, mais comme vous voudriez qu'elle vous ait fait du bien. Et vous verrez que votre cerveau, il va passer à autre chose parce que ben, ça y est, c'est bon, c'est fini. Le cerveau, il a compris qu'il fallait qu'il se sépare de ça. Et la situation, en fait, elle a été bien gérée. Il ne vous a pas foutu une tarte, il ne vous a pas insulté. C'était pas vous le responsable et ça passe. Donc, ce sont des petits rituels très sympas, très cool à faire et qu'on apprend en s'intéressant, je pense, vraiment à la méditation. Mireille nous dit, quand on s'est situé dans la vie, on arrive à situer les autres et rester plus calme dans certaines situations. Carrément. On s'aperçoit que ça ne vaut pas le coup de s'énerver pour un truc. Et quand on ne s'énerve pas, ça les énerve encore plus. Comme ça, ils repartent avec leur énervement. Bon, ben voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour, mon Arthur. On espère qu'on a persuadé quelques personnes. Et puis sinon... En tout cas, moi j'ai envie de dire l'essentiel a été dit. Si ça a fait écho pour certains, c'est très bien. Maintenant, voilà, la manière dont, c'est exactement ce que je disais à l'instant, la manière dont les gens vont réagir et en faire, ben, ça leur appartient et nous, on a fait notre part. C'est ça, on a fait notre part. En tout cas, ben, il sera sur YouTube. Là, je vais au yoga et puis ce soir, je mets le live sur YouTube. Et puis voilà, puis qu'ils n'hésitent pas à nous poser des questions. On est toujours là pour répondre, soit sous les posts Instagram ou sur YouTube. Voilà. Enfin, en tout cas, moi, je suis bien contente parce que je te vois une fois par semaine. Donc ça, c'est juste génial. Ouais, sur des sujets très intéressants. Ouais, c'est trop génial. Merci d'aller là. Ben, merci à tous. Merci, mon Arthur d'amour. Et puis, merci à toi. Et puis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine à tous. Ma Mel qui est venue, qui était là, et maintenant elle est là. Elle est là, regardez, voilà, elle est là. Yoga. On va partager ce merveilleux cours. Mireille, en tout, quand on est en pratique et que l'on se sent bien dans la vie, c'est chouette. Merci bien à vous deux. Merci, ma Mireille. Gros bisous à tous. À bientôt. Ciao, ciao. À bientôt. Ciao.